Donc bonjour, je suis Valérie Lebois, je coordonne l'unité d'enseignement des mémoires de master. Alors je vous propose dans un premier temps de présenter l'organisation générale des mémoires et ensuite je passerai la parole donc aux différents responsables d'ateliers qui vous présenteront en détail la thématique qu'ils encadrent. Donc le mémoire est un travail de recherche. Les enseignants que vous auront l'occasion de vous présenter en détail les tenants et aboutissants de ce travail. Je vais peut-être juste pointer deux objectifs principaux, qui me semblent vraiment caractériser ce qui fait la spécificité d'un mémoire. Le premier objectif, c'est de vous amener à construire une pensée critique à partir des connaissances que vous allez rassembler sur un sujet. Donc ça veut dire aussi peut-être de changer d'attitude par rapport à ce qui est considéré comme de la connaissance. Donc ça veut dire aussi ne plus être dans une attitude uniquement d'assimilation, mais d'essayer de questionner cette connaissance dans ses modes de fabrication, dans sa contextualisation, et aussi de chercher à mettre en débat ces connaissances, de les mettre en perspective, en discussion les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est un premier objectif, un premier gros objectif. Le deuxième, ça sera de vous emmener aussi, de vous amener à proposer un éclairage et un apport original, on tient à cette dimension originale, justement relatif à la connaissance de votre sujet. Et donc c'est d'essayer de se détacher d'une simple compilation. Le mémoire n'est pas une compilation, mais doit avoir cette ambition de participer vraiment, de contribuer lui aussi à la connaissance du sujet choisi. Alors il y a plusieurs manières d'apporter cette pierre à l'édifice de la connaissance. On peut le faire à partir du dépouillement de documents inédits, on peut le faire par le choix des études de cas qui seront singulières, on peut aussi le faire à travers la réalisation d'une enquête de terrain ou encore par la mise en œuvre de méthodes d'analyse spécifiques. Voilà, donc ça c'était pour vraiment redonner un petit peu, de donner plus exactement les objectifs d'un mémoire, mais bien évidemment qu'après tout ça sera détaillé et largement développé, puisque la réalisation du mémoire se déroule de manière classique en 3 semestres. Donc le premier semestre est consacré, vous le verrez, à la délimitation du sujet et à l'exploration bibliographique. Le deuxième semestre, lui, est consacré à la collecte des données, donc c'est ce qu'on peut appeler le travail de terrain au sens large. Et le troisième semestre, donc lui, est consacré à la finalisation de tout ce travail. Le mémoire fait l'objet d'un encadrement très suivi puisque vous avez chaque semaine des séances de 4 heures pour vous permettre de mener à bien ce travail, mais surtout de bénéficier, et là on insiste, de bénéficier d'une dynamique collective. Et cette dynamique collective, elle est très importante par rapport aux ressources que vous allez trouver dans cet atelier, parce qu'il s'agit bien d'un atelier de mémoire. Donc vous allez travailler en séance, vous allez être sollicité, vous allez progresser aussi sur votre mémoire, et surtout ça permet aussi une avancée très progressive, très régulière, le fait d'avoir ces rendez-vous hebdomadaires et de pouvoir bénéficier aussi du regard de tous les autres qui avancent également sur ce travail. Donc chaque semestre fera l'objet d'un rendu et d'une évaluation. Et le dernier semestre, le troisième semestre, sera consacré, sera conclu, on va dire, par une soutenance qui sera composée de 3 membres du jury.
Alors, vous aurez plus de détails dans le guide de mémoire, le livret mémoire, qui vous a été envoyé par mail ce matin. Vous pourrez aussi le retrouver sur la plateforme et vos enseignants l'auront aussi sous la main pour vous le communiquer. Alors peut-être juste quelques remarques déjà sur la couverture qui a été illustrée cette année par Antonio Gallego, qui est artiste et enseignant à l'ENSAS. Cette illustration est intitulée Fleuve. Le fleuve, et c'est la représentation qu'il a voulu associer donc à ce travail de mémoire. Moi, je dirais qu'on retient peut-être de cette illustration l'idée d'une ramification, cette idée de ramification qui s'imprime à la fois sur le territoire, puisque tout autour, vous voyez, ce sont des noms de fleuves, qui s'impriment aussi sur le corps, les êtres vivants en général, mais aussi, on peut penser aussi, cette ramification, elle s'imprime dans le domaine abstrait du savoir, et je pense, c'est en effet cette imbrication d'échelle et de savoir que ce travail de mémoire va vous amener à manipuler. Voilà en tout cas moi mon interprétation de cette illustration, parce que on le sait, les artistes ne disent pas grand-chose de leur choix. Alors, ensuite, là vous avez donc dans ce livret, vous trouverez un certain nombre d'informations. Vous avez le sommaire qui vous est indiqué sur la 4e de couverture. Alors bien sûr, il y a des éléments qui vous seront tout de suite utiles sur vraiment l'organisation, je dirais presque administrative du mémoire. Vous aurez aussi de préciser les objectifs attendus pour chaque semestre, et ça je pense que ça peut être utile pour vous d'avoir ces repères. Vous avez aussi des informations sur les parcours particuliers du mémoire, et puis sur la réalisation même du mémoire avec la question du traitement, par exemple, des sources bibliographiques, des questions sur la mise en page. Et enfin, vous trouvez aussi une présentation succincte des ateliers, mais accompagnée d'exemples de mémoires qui ont été encadrés dans ces ateliers. Donc ça peut vous donner aussi un certain nombre d'idées. Alors, là, donc, vont vous être présentés 10 ateliers. Vous devrez vous inscrire, donc ça, vraiment très important, même je dirais, procédure impérative, de s'inscrire donc sur Taiga avant demain midi. Donc ça, c'est très important pour que vous soyez intégré à un atelier que vous aurez choisi parmi les 3 vœux que vous allez formuler. Donc très important de retenir cette date et cette heure, puisque après nous ferons à 14h le rééquilibrage, et donc on a besoin d'avoir absolument toutes les données. En parallèle de cette procédure impérative, je dirais, on vous a envoyé une fiche pour vous permettre justement de compléter les simples vœux que vous allez formuler. Et pour nous, ce sera très utile justement d'avoir ces premiers éléments d'information en plus des vœux que vous aurez formulés, puisque ça nous permettra d'ajuster au mieux vos premières intuitions de sujet aux compétences de chaque atelier. Donc là aussi, alors cette fiche, elle ne doit pas vous effrayer, parce que c'est vrai qu'elle a un certain nombre de rubriques que vous ne pourrez peut-être pas remplir tout de suite, mais je pense que déjà de se poser un certain nombre de questions par rapport à ces rubriques, ça vous permet aussi d'avoir une vision d'ensemble des éléments qui composent une recherche, et ça vous permet aussi de rentrer dans la structuration même d'une recherche, en se posant la question effectivement des approches que vous voulez mobiliser, de types de données que vous voulez recueillir, les premières références que vous avez,
aussi les méthodes d'enquête que vous voulez mettre en œuvre, etc. Donc c'est aussi pour vous permettre, vous, un petit peu de faire un point et de vous aider finalement à choisir l'atelier le plus adéquat possible. Donc cette fiche est à remettre donc sur la plateforme Hector dans la tuile donc des groupes pédagogiques A112 A00, et donc ça serait bien, pour nous faciliter la tâche de trier finalement ces fiches, de donner comme nom de fichier votre nom, et puis le premier l'atelier, enfin votre premier choix d'atelier. Voilà, et là aussi, il faudrait nous remettre cette fiche donc avant demain midi. Alors, pour finir peut-être cette présentation, cette introduction générale, peut-être parler des parcours qui ne sont pas classiques, puisque j'ai dit que le parcours classique, c'était 3 semestres de mémoire, mais certains d'entre vous, ceux qui sont en retour de mobilité, ceux qui font un double diplôme, auront 2 semestres de mémoire uniquement. Donc là, vous vous inscrivez comme le reste des étudiants qui démarrent un mémoire, donc vous choisirez parmi les 10 ateliers qui seront proposés, en sachant qu'il y en a un, mais Andrea Grigorowski le reprécisera, un qui est vraiment uniquement réservé aux étudiants qui font justement que 2 semestres de mémoire. Donc voilà, et après vous verrez qu'on vous prendra en charge différemment effectivement dans l'atelier mémoire, puisque on sait qu'il faut gérer ces rythmes différents, et vous aurez donc des exigences qui seront recalibrées en fonction donc de cette durée limitée à 2 semestres. Alors un autre parcours qui là peut concerner tout le monde, c'est le parcours recherche qui lui se réalise en 4 semestres, et donc je vais laisser Anne-Marie Châtelet le présenter. Bonjour, c'est très abstrait l'exercice qu'on est en train de faire, parce que je m'adresse à mes collègues qui sont dans la salle et vous êtes je ne sais pas où, et en plus nous avons malheureusement la double peine, c'est-à-dire que non seulement nous sommes en visio, mais en plus la dégradation des conditions a fait que nous sommes obligés de porter le masque. Donc peut-être certains d'entre vous me reconnaîtront et d'autres non. Je suis Anne-Marie Châtelet et donc j'enseigne ici l'histoire et la culture architecturale. Et donc le parcours recherche, puisque c'est de ça que je suis venue vous parler, le parcours recherche est un parcours qui s'offre à chacun d'entre vous, et plus particulièrement à tous ceux qui ont envie de faire de la recherche. Ça veut dire qu'ils se rendent compte quand ils commencent en mémoire que finalement c'est quelque chose qui les passionne, qu'ils aimeraient bien poursuivre. C'est pas un parcours forcément d'excellence, c'est surtout un parcours de réflexion, un parcours où on développe le goût de la recherche, voilà, tout simplement. Et donc ça permet de travailler un semestre de plus sur son mémoire, et donc d'accompagner peut-être un peu aussi l'exercice qui est celui du projet, et plus particulièrement du PFE, en induisant certaines thématiques, non pas qu'il y ait un lien intrinsèque entre l'un et l'autre. Donc je vais vous donner différents exemples. Ça veut dire certains choisissent de faire tout autre chose dans le mémoire que ce qu'ils font dans le PFE, d'autres sont un peu induits à développer un peu les mêmes thématiques et à enrichir leur réflexion dans le cadre de l'exercice d'architecture de ce qu'ils font dans le cadre de leur mémoire. Alors je vais prendre 2 exemples un peu illustratifs. L'un, qui est un exemple d'une ancienne étudiante aujourd'hui qui fait une thèse, qui est Cécile Rivière. Elle avait fait un excellent mémoire dans le parcours recherche sur la reconstruction de l'ancienne douane à Strasbourg. Pour les Strasbourgeois, l'ancienne douane est un bâtiment qui se présente comme un bâtiment ancien. En réalité, il a été complètement réduit en cendres à la Seconde Guerre mondiale, et on a décidé de le reconstruire plus ou moins dans sa forme initiale pour préserver ce qu'est le centre ancien de Strasbourg. Donc une réflexion sur ce que veut dire la mémoire, sur ce que veut dire le centre ancien, sur les décisions politiques et architecturales que cette reconstruction a accompagné. Elle a fait un diplôme. Alors là, je suis un petit peu moins précise parce que je ne l'ai pas suivi, mais j'ai quand même assisté à sa présentation. Ce diplôme portait sur une lutherie
dans une petite vallée des Vosges. Donc quelque chose qui n'avait strictement aucun rapport thématique avec l'idée donc de développer deux types de réflexions complètement différentes et de s'enrichir, mais d'une façon complémentaire, je dirais. Un autre exemple est celui d'une étudiante qui, cette année, a fait un parcours recherche, ça veut dire un mémoire, sur la ville de Saintes. Elle était très attentive à la question des problèmes que posent les villes moyennes, et donc il y a eu toute une politique des villes moyennes qui a été développée dans les années 70, donc elle voulait essayer de voir ce que ça avait donné sur pièce. Donc elle a fait une analyse des résultats de cette politique sur la ville de Saintes. C'est une politique qui est un petit peu à l'origine, enfin, qui a été prolongée par celle qu'on connaît actuellement des cœurs de ville. Donc elle a analysé la façon dont ces résultats ont donné quelque chose ou non dans la ville de Saintes. Elle a choisi, pour faire son diplôme, un autre sujet tout à fait, c'est une petite ville dont je me souviens plus du nom, plus petite en France. Et là, dans cette petite ville, ce qu'elle a proposé, c'était à peu près l'opposé de ce qu'elle avait pu analyser dans son mémoire recherche, c'est-à-dire proposer elle-même en tant qu'architecte un dessin pour essayer de faire de cette petite ville quelque chose de cohérent par des interventions ponctuelles, donc dans un dessin qui était un dessin un petit peu comme celui qu'a pu développer Luigi Snozzi pour Monte Carasso. Donc vous voyez deux choses qui, a priori, sont relativement éloignées, mais qui participent de cette même réflexion. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le parcours recherche est ouvert à la fois à tous et à la fois à de multiples types de réflexions, et qui permet donc d'enrichir à la fois sur le plan de la culture générale, sur le plan de la réflexion et sur le plan de la culture architecturale et urbaine. Et je pense que c'est un parcours qui est un parcours qu'il faut favoriser dans le sens où ça peut ouvrir, donc pour vous et pour d'autres, à un au-delà une fois l'école terminée. Reste là, Marie. Donc très bien. Donc on va poursuivre par la présentation donc des 10 ateliers. Donc voici la liste des 10 ateliers qui vous sont présentés. Donc on va les faire donc dans l'ordre. Donc Anne-Marie et Sharam, si vous voulez présenter votre atelier. Parce que faut que je te laisse le micro. Bon. Alors je continue. Je m'excuse, mais je m'étouffe un peu dans ce masque. Donc je vais essayer d'arriver à parler à peu près correctement et que ça soit clair pour vous. Donc en dehors d'être Anne-Marie Châtelet et d'enseigner l'histoire et la culture architecturale dans cette école, pour avoir quelques idées sur ce que je fais, sur ce que j'ai fait dans ma vie, donc j'ai fait une thèse, il y a bien longtemps maintenant, sur l'architecture scolaire. C'est resté ma spécialité. C'est une thématique qui intéresse peu en France, bien qu'elle soit, à mon sens, passionnante, mais pour l'instant, ça n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. Ceci dit, voilà, j'ai fait une thèse sur les écoles primaires, et par la suite, j'ai fait une habilitation sur ce qu'on appelle les écoles de plein air. C'est un cas tout à fait intéressant, c'est un mélange des édifices qui répondent à la fois à des volontés pédagogiques et à des volontés hygiéniques. Ça s'adresse aux enfants prétuberculeux, et on peut dire qu'à l'heure actuelle, ça recoupe certaines questions qui se posent. J'ai d'ailleurs été sollicité par quelques journalistes qui sont intéressés à ce qu'on pourrait faire dans des écoles pour essayer de les adapter à la situation difficile que nous rencontrons actuellement. En dehors de ça, comme l'a un peu déjà évoqué Sharam, en dehors de ça, j'ai également travaillé sur les transferts culturels en venant ici à Strasbourg, c'est-à-dire sur les échanges qu'il peut y avoir entre différents pays et sur la façon dont les idées d'ailleurs sont reçues dans un certain contexte particulier. Et je travaille aussi beaucoup sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. Voilà, donc ça c'est les thématiques sur lesquelles je travaille dans un cadre de la recherche. Et donc je travaille alternativement avec Gauthier Boll, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et maintenant aussi avec Sharam Abadi, auquel je passe la parole pour se présenter.
Merci. Donc, Sharam Abadi, je suis architecte de formation, diplômé de l'Université de Téhéran et docteur en histoire de l'architecture. J'ai fait une thèse sur l'architecture des salles de cinéma sous la direction d'Anne-Marie Châtelet, justement, à l'Université de Strasbourg. Et puis, donc, j'ai poursuivi mes activités de recherche, toujours sous la direction d'Anne-Marie, dans le cadre d'un programme ANR sur les transferts culturels entre la France et l'Allemagne, en étudiant le cas de la ville de Strasbourg. Ensuite, j'ai été maître de conférence pendant 4 ans à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, et puis cette année, j'ai eu ma mutation et j'ai le plaisir de retrouver l'école d'architecture de Strasbourg, les collègues et les étudiants de cette école. Alors, si tu me permets, je continue pour... oui, juste un petit... Alors, donc, le groupe dans lequel nous travaillons s'intitule « Faire de l'histoire, penser l'architecture et la ville ». L'idée, c'est double. C'est d'une part vous dire que l'histoire, ça se fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on fabrique. Et on vous incite à fabriquer l'histoire à la lumière des questions contemporaines que chacun d'entre nous a aujourd'hui. Et penser l'architecture et la ville pour évoquer le fait que nous travaillons donc sur des dimensions qui peuvent être des dimensions qui vont de l'édifice à la totalité de l'agglomération ou de la métropole. Voilà. Oui, et donc pour continuer, en fait, pour présenter ce qu'on souhaite faire, en quelque sorte, j'aimerais citer cet ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, vous arrivez à lire ou pas, mais c'est un livre qui a été publié il y a 2-3 ans sur la question à quoi sert l'histoire de l'architecture aujourd'hui. C'est une question qui peut être déroutante et qui a été soumise donc à des professeurs d'histoire de l'architecture. Et donc, bon, je n'ai pas prétention de répondre à la question, mais je vais quand même demander secours à l'un des plus célèbres historiens français, Marc Bloch, qui par ailleurs est un familier de la région. Il a été professeur à l'Université de Strasbourg, pour apporter un élément de réponse donc à cette question qui pourrait aussi vous intéresser. Donc, l'histoire... Marc Bloch la définit comme un effort pour mieux connaître. Donc déjà, cette définition a 2 corollaires, à mon sens. La question de l'utilité de l'histoire n'est plus posée parce que personne ne peut mettre en cause l'intérêt et l'utilité de mieux connaître. Et puis, la deuxième conséquence, c'est que, normalement, un effort implique quelque chose en mouvement, ça veut dire une évolution, et l'histoire, donc comme le disait Anne-Marie, se fabrique, et n'est pas statique. Donc, contrairement aux clichés qu'on peut avoir de l'histoire, il ne s'agit pas juste d'apprendre quelques dates et donc quelques noms et connaître quelques événements. L'histoire évolue et, comme toute science, en quelque sorte, progresse et donc se construit. Je vais prendre juste 2 exemples pour illustrer cela. D'abord, les réalisations des anciennes puissances coloniales dans les pays du Sud ou en voie de développement, qui au début étaient considérées comme vraiment un acte civilisatrice, par la suite qui a été mise en question comme des impositions en quelque sorte colonialistes, et aujourd'hui, bon, on essaie de les regarder avec un peu plus de distance et peut-être de les analyser dans le cadre des transferts culturels dans les 2 sens. L'autre exemple concerne plutôt la place des femmes architectes dans l'architecture moderne. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques temps, quelques décennies peut-être, l'histoire de l'architecture n'avait retenu que les noms masculins dans notamment l'émergence de l'architecture moderne. Et là aussi, depuis quelque temps, de nouvelles recherches mettent en lumière en fait la contribution des femmes architectes. Je vais citer quelques noms que vous avez peut-être entendus: Charlotte Perriand, sans doute, vous l'avez déjà entendu, mais aussi d'autres femmes architectes, épouses d'architectes plus connus, Eno Marcio par exemple, l'épouse d'Alvar Aalto, ou encore Noémie Pernessin, la femme de Antonin Raymond. Et donc les 2 hommes sont entrés en quelque sorte dans l'histoire de l'architecture, alors que leurs épouses ont resté longtemps dans l'ombre. Et alors je passe peut-être la parole à Anne-Marie pour la suite. Donc on vous propose 2 volets, grosso modo, un volet qui est donc cette interrogation de tout le passé, pas de l'histoire, mais du passé à la lumière des questions qui sont les vôtres, et l'autre branche, si je peux dire, enfin
touche à toutes les questions patrimoniales, dont vous savez qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui. Donc je voudrais prendre 2 exemples très contemporains pour vous indiquer les directions dans lesquelles elles pourraient aller. Vous avez peut-être vu dans le Moniteur un appel de Paul Chemetov à défendre le patrimoine d'architectes contemporains à Paris, d'architecture contemporaine à Paris, avec 2 bâtiments qui sont 2 bâtiments très très récents, l'hôtel industriel de Dominique Perrault et la cité administrative de Michel Kagan. Donc on voit que cette architecture 20e est une architecture qui a un peu divorcée, si je peux dire, avec le sens commun, c'est-à-dire beaucoup n'aiment pas cette architecture 20e, donc c'est un peu militant, mais je pense qu'il est important que dans les écoles on s'efforce de faire connaître ce patrimoine et que vous mettiez à la tâche aussi pour le faire connaître. Il y a un mémoire dans cette école qui avait été fait il y a quelques années sur les bains de Bébelot, mémoire qui a du coup provoqué par la suite la protection de ce bâtiment et la reconnaissance, et aujourd'hui tout le monde célèbre ces bains de Bébelot. Donc on voit qu'on peut être une force de proposition dans les écoles, et je pense que c'est un des rôles qu'on a et que vous avez en tant que futur professionnel et en tant qu'actuel étudiant. L'autre chose, c'est aussi la façon dont on restaure. Vous savez bien toute la question, la façon dont on restaure, dont on entretient, et vous savez toute la controverse qui se développe, par exemple, en ce moment autour des flèches de Notre-Dame. Ça, ce sont des questions et des controverses qui sont aussi tout à fait intéressantes à étudier. Qui prend quelle partie? Pourquoi on a décidé aujourd'hui de restituer une charpente en bois? Qui est derrière cette décision? S'agit-il de restitution d'origine? S'agit-il de pression de la part de certains lobbies du bois? S'agit-il de pression de la part de positions traditionnelles? Voilà, donc tout ça sont des débats qui sont tout à fait intéressants. Et donc dans le domaine du patrimoine, vous voyez aussi beaucoup de questions à poser. Donc on a une vaste gamme de sujets qui dépendra un peu de ce que vous voulez faire. Et nous proposons aussi dès la deuxième séance, dès la première séance même, on vous proposera des sujets, tout simplement, venus à la fois de gens qui sont actifs à Strasbourg, comme Éric Chenderovski, qui est au service d'urbanisme de la ville de Strasbourg, ou encore Gauthier Boll, que vous connaissez, qui prépare une exposition, ou encore une actuelle doctorante qui travaille sur les édifices religieux, je vais y arriver, en Alsace, et qui a donc des sujets qu'à vous proposer. Donc voilà, on vous proposera un panel de sujets. Si certains d'entre vous sont intéressés, vous pourrez y puiser également si vous n'avez pas déjà quelques idées en tête. Voilà, on espère avoir été clair sur ce qu'est l'objet de ce groupe. Et donc je repasse la parole à... Donc on passe à la présentation de l'atelier A02 par Ariane Wilson. Ici. Bonjour, alors je ne sais pas non plus vers où il faut regarder, la caméra là-haut, d'accord. Parce que ça crée un parasite. D'accord, oui. Alors, masqué ou non masqué, je pense que vous ne me connaîtrez pas, puisque je suis une nouvelle enseignante à l'école d'architecture de Strasbourg. Je suis architecte, mais avec une formation préalable en histoire, et en particulier sur l'histoire des idées politiques, des études que j'ai effectuées en Angleterre, alors que les études d'architecture étaient en France. Et je vous expliquerai dans le cours de cette toute petite présentation comment je suis arrivée à la thématique que je vous propose de traiter pour vous ouvrir des sujets de recherche. Alors, on attribue souvent des qualités aux matériaux. C'est devenu presque des tics de langage parfois. Le bois serait chaleureux, par exemple, ou la terre crue serait authentique. Le verre est transparent, autant dans un sens métaphorique que littéralement. Et encore littéralement, c'est même pas sûr. La pierre serait noble, ou la brique serait modeste ou honnête. Voilà, il y a aussi des nations qui se projettent projettent une image d'elles-mêmes ou des régions par un matériau. Mais alors pourquoi est-ce que certaines nations, pour ne pas citer la Finlande, se promeut plutôt par l'image du bois, alors que peut-être 100 ans auparavant, elle revendiquait son indépendance à partir de la pierre. Voilà, c'est déjà un petit avant-goût du type de questions que vous pourrez traiter, des recherches que vous pourrez élaborer au sein de cet atelier,
qui tourne donc autour des valeurs culturelles, politiques et symboliques qui sont attribuées aux matériaux que nous utilisons pour construire nos édifices. Donc c'est aussi un atelier de mémoire que vous pourrez rattacher à vos propres projets, puisque cette question du matériau qu'on plaquerait à la fin sur les images de synthèse pour représenter son projet, ici sera abordée tout à fait autrement, mais j'exagère un petit peu, mais en tout cas ça sera pas vraiment, c'est pas une étude des raisons économiques ou géographiques de l'utilisation d'un matériau, mais on ne pourra pas non plus évacuer cet aspect-là, bien sûr, mais plutôt un imaginaire du matériau, tout un discours qui s'est construit tout au fil de l'histoire, qui parfois crée aussi des contresens, des malentendus. C'est aussi aborder des questions très actuelles, puisque vous savez que les matériaux sont au centre de tout le débat sur l'architecture écologique, et là aussi, parfois, il y a des leurres, on a succombé à certains automatismes, et peut-être, je mentionnerai plus tard des questions peut-être encore plus actuelles. Donc, comme je crois dans l'ensemble des ateliers de mémoire, il y aura bien sûr dans celui-ci une initiation par des exercices assez pratiques, assez vivants, aux méthodes de la recherche, à la formalisation d'une question, à l'argumentation, à l'écriture, comment on cerne aussi un corpus, comment on cible, parce que très souvent on est tenté par des très grands sujets alors qu'on peut tirer énormément à partir de quelque chose de très ciblé. Donc on privilégiera peut-être des sujets qui sembleraient au départ étriqués et qui révéleront toute leur richesse. Peut-être pour vous donner une idée de la portée de cette proposition, je vais raconter un petit peu ce qui m'a porté moi à ce sujet, parce que vous verrez, et c'est pas forcément le sens dans lequel vous devez aller, vous n'êtes pas obligé de commencer à partir d'un matériau, mais pour moi en l'occurrence c'est comme ça que ça s'est fait. Donc pendant mes études, peut-être plus ou moins au même stade où vous en êtes là maintenant, j'ai fait un long stage dans la construction en terre crue, en Pisé en fait, en Autriche. Et c'était, je dirais, il y a presque 20 ans, donc c'est un matériau qui à l'époque n'était pas en vitrine comme aujourd'hui et devait vraiment se défendre. Et il y avait donc des praticiens, mais il y avait aussi commencé à y avoir des idéologues, je pourrais dire, de ce matériau. Et donc une des premières portées peut-être un peu théoriques que j'ai vues dans ce stage qui était complètement pratique, j'étais vraiment sur les chantiers, c'était de remarquer comment un matériau qui avait plutôt un antécédent artisanal commençait à s'industrialiser et en quoi ça changeait la politique de ce matériau. Donc c'est un petit exemple, par exemple, d'une observation sur le terrain qui peut commencer à conduire à des questions qui ont concerné l'architecture depuis une bonne centaine d'années et un peu plus. Donc on peut déjà faire des liens. Après, toujours passionnée par ce matériau, j'ai commencé à écrire des articles journalistiques sur des bâtiments construits en terre crue, et j'ai été consciente des mots qui étaient utilisés pour commencer à promouvoir ce matériau qui connaissait une certaine renaissance. Et donc aujourd'hui, l'utilisation de ce matériau est quand même beaucoup plus évident. Et dès lors que le discours sur le durable s'est généralisé, il a comme attiré à lui les protagonistes qui étaient plutôt des rebelles dans les années 60. Donc à partir du moment où je me suis intéressée à ça, c'est plutôt par des entretiens avec les défenseurs de ce matériau que j'ai pu parler. Et ça, c'est une autre méthode de recherche, c'est vraiment d'aller voir en quelque sorte les pionniers encore vivants, les saisir de saisir toute leur expérience dans la pratique. Et ce faisant, j'ai aussi rencontré des acteurs qui avaient proposé des premières expositions sur ce matériau dans les années 80. Et là, on voit en quoi on peut utiliser, par exemple, un catalogue d'expositions, non pas comme une source d'information, mais vraiment en le recontextualisant et en analysant son discours à partir d'un contexte d'une certaine décennie. Donc ce matériau qui était méprisé et qui l'est toujours dans de nombreux pays devenait une sorte on lui accordait une valeur pas seulement dans un sens économique mais dans un sens quasiment moral. C'est devenu un bon matériau, un matériau vertueux.
Donc, entre-temps, j'avais changé de pays. J'ai enseigné notamment la construction en torchis en Allemagne. Et c'était un atelier intéressant parce qu'il était à cheval entre un artisanat qui se disait régional et invitait aussi des artisans japonais à participer à l'expérience. Et donc là, on aurait pu puiser dans cette expérience-là les ambiguïtés d'un discours régionaliste, peut-être des questions liées à l'identité d'une région, et puis des formes d'artisanat qui variaient, notamment dans la transmission de l'artisanat d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est encore un autre aspect de ce sujet qu'on pourrait aborder à partir d'un même matériau. Avec une collègue, on a commencé à proposer un cours qui justement faisait ces liens entre pratiques de certaines techniques et des grands débats de l'architecture et qui permettait aux étudiants d'aborder finalement des grands textes classiques de la théorie de l'architecture et de les associer avec des cas d'études. Donc c'est quelque chose qui paraît évident mais qui est difficile à faire et qu'il faudra qu'on perfectionne et qu'on devienne des virtuoses de ça dans cet atelier. Et enfin, en répondant à un colloque qui souhaitait aborder l'aspect durable de ce matériau, avec cette même collègue, on s'est rendu compte que dès les traités du XVIIIe siècle de la construction en terre en Allemagne, le mot durable, Nachhaltigkeit, y figurait. Mais le sens de ce mot avait énormément changé. Donc ça peut donner encore une autre piste de travail, c'est traquer un mot à travers ses évolutions, un mot qui finalement colle au matériau, mais le mot change de sens et le matériau donc change de valeur. Donc on peut se demander à partir de quand l'idée qu'un matériau est honnête apparaît et en quoi la signification de ce mot honnête peut changer. On pourra aussi regarder à partir de quand un matériau signifierait la prise d'autonomie d'un peuple, par exemple, et ensuite son mise en esclavagisme à partir de techniques qui ne lui appartiennent plus. Voilà, donc là on peut aussi imaginer des enquêtes, enfin des recherches qui sont plus sur le forme d'enquête, où on va vraiment sur le terrain, parce que c'est une chose qui est encore en cours d'évolution, de fabrication. Vous pourrez par exemple aborder la robotisation d'un matériau, ou alors des ambiguïtés liées à, je sais pas, les techniques dites de technologie verte par rapport à des questions de géopolitique sérieuses que cela pose. Donc j'ai pu toucher autrement à cette dimension de la matérialité en m'intéressant par exemple aux matériaux qui sont utilisés dans les fictions utopiques et pourquoi un certain matériau représenterait une utopie politique. Ou alors, ça s'intéressait plus généralement à un champ d'études qu'on appelle Material Culture Studies, qui sera peut-être utile aussi dans cet atelier et qui voit dans chaque objet une sorte de sédiment, de cristallisation de plein de facteurs. Et le matériau est déjà un objet, un artefact, puisqu'il a déjà été extrait, et on pourra utiliser, dès le moment qu'il sort de son environnement naturel, étudier tous les facteurs qui conduisent à sa mise en œuvre, sa commercialisation, son transport, sa distribution. Voilà, c'était juste pour à partir d'un exemple qui était initialement la terre crue, vous montrer comment ce thème s'est élargi et peut toucher à de nombreux aspects. Et donc, si vous preniez goût, comme moi, à décortiquer les discours qui tournent autour des matériaux, vous verrez qu'un grand éventail de questions pourrait s'ouvrir à vous. Ça peut être des questions historiques, ça peut être des questions actuelles et prospectives. Et puis, pour ce choix de thèmes de recherche, il y aura aussi bien sûr un corpus à cerner. Vous allez peut-être aborder des traités techniques, comme j'ai pu le faire pour l'histoire de la construction en terre, des publicités et leur iconographie, des discours électoraux, pourquoi pas, même à des niveaux très élevés de la politique. On peut penser à cette question des métaux rares en Chine et la manière dont l'utilisation de certaines technologies vertes dans le bâtiment y font recours.
Vous allez peut-être puiser dans la littérature, pourquoi pas, ou les proverbes, ou la peinture. Tout ça, ça reste ouvert selon le choix que vous allez faire. Il y aura peut-être aussi un choix à faire dans le genre d'écriture que vous allez adopter. Donc on ne sera pas, il y aura toujours une rigueur académique à maintenir et une éthique de la recherche à tenir, mais il y a différentes manières d'écrire la recherche, de la représenter aussi par des moyens qui ne sont pas forcément d'ailleurs de l'écriture, des cartographies, des schémas, des champs sémantiques. Dans le cours de notre atelier, on va, comme je vous l'ai un petit peu dit, aussi rencontrer des grands textes classiques de la théorie de l'architecture, mais aussi en dehors de l'architecture, puisque je crois beaucoup aux étincelles d'une question qui naissent de la friction entre une occurrence très précise, un phénomène très précis, et une vision beaucoup plus large de certaines méta-questions. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui rend la recherche et l'enquête aussi excitante, disons, et j'espère pouvoir vous en donner le goût à travers ce thème des valeurs immatérielles accordées aux matériaux. Merci. Alors, l'atelier que nous vous proposons, Julien Pierre Normand et moi-même, Valérie Lebois, donc s'intitule « Penser l'habiter ». De la cabane au Fab Lab. Alors, penser l'habiter, c'est vraiment une vaste question, une vaste thématique, d'autant que nous ne l'avons pas limité au cadre strict de l'habitat. Mais pour résumer, je dirais que l'enjeu de cette thématique, c'est de se demander comment les acteurs de la conception, mais aussi les habitants, définissent ou tentent de définir les conditions et les valeurs d'un milieu de vie qu'ils jugent habitable. Et cet habitable peut se définir en fonction de différents critères liés à des questions de bien-être physique, psychologique aussi, on le voit aujourd'hui combien on est malmené dans notre psychologie et dans notre santé aussi en général. Ça peut être bien sûr en rapport aussi avec une qualité de vie sociale, mais aussi en fonction d'une éthique environnementale, et on sait combien celle-ci a pris du poids ces dernières années. Donc ce sont ces dimensions que nous vous proposons d'interroger. Alors, si nous avons ajouté dans notre titre 2 exemples, la cabane et le Fab Lab, c'était pour préciser un petit peu les choses, pour préciser les angles d'attaque que nous nous sommes fixés dans cet atelier. Alors, c'est d'abord pour vous indiquer que nous proposons dans cet atelier de resserrer la thématique de l'habiter à l'échelle du lieu, donc à une échelle plus architecturale, même si bien sûr rien n'empêche de traiter des relations que ce lieu entretient avec le quartier, la ville, le territoire. Mais c'est vrai qu'on tient à resserrer finalement notre approche à l'échelle du lieu. Nous avons aussi choisi ces 2 exemples, la cabane, le Fab Lab, pour vous donner une idée des différentes possibilités que vous avez de travailler sur cette question de l'habiter. Donc on peut en effet se pencher sur l'imaginaire de l'habiter, et c'est le cas de la cabane, qui est une image régulièrement convoquée pour ce qu'elle raconte du rapport à la liberté, du retour à la nature, d'une aspiration aussi à la sobriété. Et une autre possibilité, c'est aussi de s'attacher plutôt à l'émergence de lieux concrets, de lieux dits alternatifs, de lieux nouvelle génération, comme peuvent l'être les Fab Labs. Les Fab Labs, ce sont ces ateliers de fabrication ouverts qui donnent lieu à des manières d'aborder aussi les technologies de manière collaborative, et qui ont aussi dans l'idée un modèle de ville autosuffisante. Voilà, ce ne sont que 2 exemples, mais qui permettent de borner un petit peu l'esprit, on va dire, de ce qu'on vous propose. Bien sûr, il y a toute une palette de lieux à explorer, du plus ordinaire au plus exceptionnel. À vous de choisir, bien sûr, le lieu ou les lieux qui vous emmènent vers des questions qui vous intéressent, et on peut partir aussi de questionnements et de voir comment ces questionnements s'incarnent dans certains lieux.
Voilà, donc là c'était pour situer un petit peu la thématique de cet atelier. Maintenant, on peut aussi mettre en avant la spécificité de notre groupe. La spécificité, c'est de chercher à articuler deux regards qui sont à la fois différents et, nous l'espérons, complémentaires. Donc, on a en effet deux formations différentes et je vais laisser Julien Pierre la présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Julien Pierre Normand, je suis architecte, j'exerce depuis plusieurs années au sein de l'agence Richter Architecte à Strasbourg et en parallèle de ma pratique, je me suis engagé depuis 2017 dans une thèse en architecture au sein du laboratoire de recherche de Versailles. Mes recherches portent sur l'œuvre de l'architecte italien Alberto Ponis. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'archétype de la maison et la notion de l'habité. La maison est pour moi un support pour interroger nos rapports au temps, au passé, à la tradition, au contexte culturel ou environnemental, bref, à tout ce qui peut influencer un architecte lors de la création. Je considère en effet que la discipline architecturale est constituée d'idées héritées et que chaque projet est un montage d'influences diverses et variées. Ma posture d'architecte sera donc complémentaire au travail de Valérie Lebois afin de vous accompagner au mieux dans votre recherche, car nous croyons en effet en la richesse de cette complémentarité au sein de l'école. Oui, alors moi j'ai donc, pour parler de formation complémentaire, j'ai une formation de psychosociologue avec un doctorat en architecture et je dois dire que ces dernières années j'ai plutôt développé un intérêt pour la question du corps, de la sensorialité, donc et la manière dont ce corps, cette sensorialité sont traités dans le processus des conceptions, de la conception des espaces. Et puis de manière un peu plus ancienne, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les espaces intermédiaires de l'habitat, me posant des questions sur effectivement les potentialités de certains espaces à accueillir des formes de partage, des formes de cohabitation entre les individus. Donc voilà, c'est un autre axe qui nous ramène à l'habiter dans ce qu'il a aussi de social, de collectif, mais aussi de ce qu'il porte comme projet individuel. Voilà, et puis peut-être donc un dernier point qu'on pourrait soulever sur la particularité de cet atelier mémoire, c'est qu'il se caractérise par un fort goût pour la méthode et c'est vrai que on va déjà essayer de chercher de vous transmettre un certain nombre de méthodes pour vous accompagner le plus progressivement possible dans ce travail de mémoire et de profiter de l'amplitude de ces 3 semestres. Surtout d'éviter les périodes de rush, de panique. Et donc c'est pour ça qu'on cherchera à décomposer vraiment le travail de mémoire pour que ça soit un travail pas à pas et surtout à partir d'exercices qui, eux, vont permettre de dénouer certaines difficultés, permettre aussi de dépasser certains obstacles et surtout aussi gagner dans la maîtrise des notions clés, gagner aussi dans l'assurance qu'on peut avoir dans l'écriture. Donc voilà, autant de méthodes qui jalonneront finalement chaque séance. En effet, nous pensons que l'intérêt pour la méthode pourra vous aider dans d'autres domaines que le mémoire et en particulier l'exercice du projet. Vous vous rendrez compte assez rapidement que les outils que l'on va développer ensemble pourront servir à structurer votre pensée et à formaliser des idées dans le cadre du projet par exemple. D'autre part, le mémoire est aussi l'expression d'une créativité dans la démarche de recherche qui peut s'exprimer dans la thématique abordée, mais aussi par la méthode que vous mettrez en œuvre pour explorer votre sujet. En effet, pour être au plus proche de la rencontre entre le projet d'architecture et le projet de vie des habitants, nous pensons qu'il y a la nécessité d'adapter les méthodes classiques pour développer des outils d'analyse critique ou d'autres outils d'analyse critique tels que les diagrammes, les atlas de savoir, des montages divers, des parcours commentés, des cartes mentales. On vous invitera à développer ce type d'outils qui vous permettront de révéler des relations entre les différentes notions et les différents concepts que l'on va aborder.
En conclusion, donc en résumé, nous vous proposons une thématique qui cherche à mettre en rapport, d'une part, l'analyse de la conception architecturale et les perceptions et avec les perceptions et le vécu des habitants, en sachant que cette thématique, comme ce qui a été dit, peut être appliquée à toutes sortes de lieux et toutes sortes de contextes, qu'ils soient urbains ou non. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Très bien. Donc, on passe la parole à Denis. Merci, bonjour à tous. Je présente ici l'atelier que nous avons intitulé La recherche urbaine, méthodes et pratiques, et que nous animons avec Mireille Chapi. Alors Mireille est architecte, elle a fait une thèse de doctorat au Japon, un post-doctorat à Singapour, elle enseigne aussi en Angleterre. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux études urbaines, à la notion de paysage, à la relation entre la nature et la ville, qui est attentive aussi aux dimensions du paysage et de la manière avec laquelle l'urbanisme s'articule avec la société urbaine. Et je suis moi-même historien de formation, j'ai fait aussi des études d'urbanisme et je m'intéresse aussi à la ville, à la manière avec laquelle la conflictualité urbaine révèle le fonctionnement des sociétés urbaines et au lien entre la forme des villes, l'idéologie et la société en général. Il y a dans notre atelier une dimension historique qui est celle de l'analyse de ce genre de problématiques sur un temps qui est celui des 19e et 20e siècles, et puis une dimension contemporaine autour des grands thèmes, controverses ou sujets d'urbanisme. Et nous avons une attention à différents terrains selon les intérêts aussi des étudiants. Nous sommes attentifs à la circulation des idées, nous sommes attentifs aussi aux questions de méthode, et nos séances collectives sont dédiées à cette manière de faire de la recherche. Et pour nous, l'atelier de mémoire est un moment important parce que c'est dans l'organisation des études dans cette école une des premières matérialisations pour vous, avec les séminaires thématiques aussi, du passage entre la licence et le master, et c'est-à-dire essentiellement de postures dans lesquelles vous avez face à vous des enseignants dont le rôle est de vous préparer une synthèse, dont le rôle est de vous orienter dans la transmission d'un savoir en vous fournissant les contenus, et il n'est pas encore tout à fait de votre ressort, même si on tente de vous donner des pistes, de réfléchir à comment ce savoir est constitué. Le master, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'intéresse autant au contenu du savoir qu'à la manière avec laquelle celui-ci est constitué. Et donc, dans notre approche de la recherche urbaine, c'est bien ça, c'est-à-dire d'avoir des sources originales, c'est-à-dire qu'elles soient historiques, qu'elles soient sous forme d'entretien, qu'elles soient sous forme d'exploration, de promenade urbaine concertée, de reportage photographique, d'analyse statistique. L'important, c'est d'avoir une source originale et de confronter par le mémoire cette source, selon une méthode élaborée dont on discute ensemble, de la confronter à un champ du savoir. Et ce champ du savoir, vous l'examinez au travers d'une production universitaire de première main, c'est-à-dire non plus seulement des synthèses préparées pour des étudiants au niveau Bac+3, mais le savoir tel qu'il circule dans le monde académique sous forme d'articles scientifiques ou de livres de recherche universitaire. Et donc notre
tâche est de vous accompagner d'abord dans la délimitation de votre corpus de sources historiques, qu'elles soient d'actualité, de sources originales, qu'elles soient d'actualité ou historiques, et puis qu'elles soient construites par vous-même sous forme d'entretien ou de pratiques de terrain de diverses sortes, et puis de vous accompagner aussi dans le repérage de toutes les sources universitaires qui vont vous permettre de poser des questions, de façonner des problématiques et de venir au miroir de votre terrain original, prendre place dans ce champ du savoir. Et un mémoire réussi, c'est pour nous cela, c'est-à-dire une recherche précise de terrain qui vienne se confronter à un champ du savoir perçus au travers de la lecture de matériaux universitaires de première main et qui viennent nuancer, discuter, confirmer, se mettre en contraste avec ces tendances. Donc vous verrez dans le petit livret différents exemples de mémoires qui ont été soutenus dans notre groupe. Il n'y a pas un focus thématique ou un focus géographique imposé. Venez avec vos idées et on tentera de vous accompagner dans la définition d'un sujet plus précis, d'une problématique. On a aussi plein d'idées pour ceux qui souhaiteraient en recevoir et qui souhaiteraient dialoguer pour l'inspiration. Et donc, je pense qu'on a dit l'essentiel. Le titre. Le title. Alors, bonjour à mes chers collègues et bonjour à vous autres qui n'êtes pas en face de nous aujourd'hui. Nous sommes Mathieu Tremblin et Alexandra Pignol-Mrokowski. Notre intitulé d'atelier, c'est « Approche sensible, artistique et philosophique de la ville comme écosystème ». Et dans le titre, on insiste sur la dimension d'expérimentation. Et pourquoi est-ce qu'on insiste sur la dimension d'expérimentation? Parce qu'elle permet certainement de vous accompagner dans ce que Mathieu et moi on sait faire le mieux, à savoir croiser des approches transdisciplinaires. Je reviens très vite sur mon parcours, puisque c'est évidemment aussi nos parcours qui déterminent nos manières de vous encadrer. Donc j'ai un doctorat de philosophie que j'ai mené sur des questions d'avant-garde et de modernité pour essayer de comprendre comment l'art et la politique ça générait des choses qui pouvaient devenir inéluctables. Et j'ai travaillé sur le contexte de la ville de Berlin, plus particulièrement au début du XXe siècle. Alors, aujourd'hui, je travaille plus forcément sur la ville de Berlin, mais je travaille toujours dans cette approche transdisciplinaire qui mène à croiser, voire à créer ou à comprendre les conflits qu'il peut y avoir entre disciplines, donc entre art, philosophie, et aussi toutes les formes de recherche théorisante ou théorique qui permettent de comprendre comment on peut aborder de manière rigoureuse l'espace et l'espace urbain. Je laisse Mathieu se présenter peut-être d'abord. Très rapidement. Mathieu Tremblin, artiste plasticien. Moi, j'ai une expérience en tant qu'artiste urbain, c'est-à-dire qui réalise des interventions, des installations commissionnées ou non, avec ou sans autorisation, dont diverses villes d'Europe et au-delà, jusqu'aux États-Unis ou en Russie aussi. Je suis en train de finaliser un doctorat en art visuel à l'Université de Strasbourg qui porte justement sur les dynamiques de création-recherche dans l'espace urbain et en particulier celles qui sont attenantes à des pratiques comme le graffiti, le muralisme ou l'intervention urbaine. Voilà, donc vite fait, bien fait, nos recherches entre Mathieu et moi se croisent. On a déjà été amenés à monter une exposition ensemble, donc on est complémentaires, ça on le sait, même si on n'a pas tout à fait les mêmes formations. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans notre atelier, puisque au travers des différentes présentations, je pense qu'il y a des moments où vous allez vous rendre compte qu'entre l'atelier plus tourné vers l'histoire, un autre atelier plus tourné vers des outils qui seraient proches de l'anthropologie ou de la sociologie, il y a des choses qui peuvent être similaires. Donc peut-être s'il fallait définir une spécificité et rapidement, ce serait cette idée que d'abord on a une approche transdisciplinaire, ça veut dire
qu'on essaye de trouver des outils dans les disciplines qui nous permettront de comprendre au plus près un sujet. Je vous donne un exemple. L'an dernier, l'un de vos camarades a soutenu un mémoire sur Giulio Carlo Scarpa et le dessin qu'il pratique, qui est en même temps une forme de théorisation architecturale, puisque c'est un dessin qu'il pratique tout au long de son processus de création, et in situ, parce qu'au moment de la construction du bâtiment, Scarpa continuait de dessiner, comme vous le savez. Et puis, un autre sujet de mémoire qui a été soutenu, qui se base plus sur l'image documentaire, esthétique du quotidien, penser la ville par l'image documentaire, qui a été réalisé par un étudiant qui vient de finir son PFE en ville et territoire et qui a continué d'utiliser cette pratique du film documentaire pour construire sa pensée d'un espace urbain, en l'occurrence de Montréal, même si en fait c'était pas grand-chose à voir avec le mémoire en tant que tel. Donc dans l'un, on va utiliser des concepts qui viennent de l'histoire de l'art ou qui viennent de la pratique, de l'analyse de certains dessins. Dans d'autres, on va partir directement à la conquête des territoires, caméra au point ou appareil photo ou téléphone à la main, pour essayer de comprendre, pour essayer de capter des éléments dans la ville, dans les marges de la ville, et pour avoir ensuite du matériau qu'on peut analyser, comprendre, théoriser, conceptualiser à l'aune des différentes disciplines qu'on va requérir pour faire cela. Donc c'est un exercice périlleux et nous vous accompagnerons évidemment pas à pas dans ces choses-là. On va faire des expérimentations. On vous proposera d'avoir des démarches où vous pourrez enquêter dans la ville ou dans les villes. Et puis on essaiera de théoriser tout ça ensemble et de conceptualiser tout ça, parce que c'est important de ne pas en rester à une intuition d'un environnement, mais d'essayer de comprendre aussi avec des recherches académiques solides comment on peut, à partir d'une intuition de départ, conceptualiser, théoriser et créer une pensée de l'espace architectural dans la ville. Et donc, juste pour compléter, je pense que s'il y a aussi justement une singularité au-delà de cette question de la transversalité, justement, si c'est le terrain qui servira d'appui, c'est vraiment la manière dont on va pouvoir réfléchir ensemble, la mise en récit, la plasticité de votre écriture, justement, de votre recherche, de votre approche du terrain, de votre mise en récit, et comment justement on peut, à travers la mobilisation soit de théories, soit de pratiques d'autres artistes, architectes, et ainsi de suite, vous aider à trouver une forme qui vous soit propre et qui permette non pas ce qu'on appelle généralement une montée en généralité, mais pour reprendre les termes de Pascal Nicolas Lestrat, une montée en latéralité, c'est-à-dire de faire en fait de cet objet de mise en récit un espace de délibération et pas seulement justement l'idée d'une généralisation. Voilà, je pense que ça peut... Voilà, donc bref, en gros, dans notre atelier, vous trouverez de l'art, de l'architecture, de la philosophie, des concepts, de la phénoménologie et plein d'autres choses. On vous souhaite bon courage pour faire vos choix en atelier de mémoire. Bonjour à tous. Alors, je présente aujourd'hui l'atelier que j'organise. Donc, moi, c'est Mireille Dietschi, l'atelier que j'organise avec Barbara Morovitch. Nous sommes sociologues et anthropologues. Et donc, cet atelier se nomme « Pouvoir et contre-pouvoir, terrain et méthode des sciences sociales pour comprendre les mutations des sociétés globalisées ». Alors, dans cet atelier, en fait, on va travailler avec vous en venant travailler les champs de recherche qui sont les nôtres. Donc, nous travaillons sur la question des processus de changement urbain, les dynamiques participatives, sur l'invention de la ville par des collectifs, par des groupements de professionnels engagés, des collectifs d'architectes, des nouveaux acteurs de l'urbain, des artistes, mais aussi sur la question de la durabilité, des impacts, des enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui. On développe ces questions sur plusieurs pays, en France, mais aussi en Amérique latine, particulièrement en Argentine, ça c'est beaucoup le travail de Barbara, et en Afrique du Sud. Je vais un peu décortiquer peut-être le titre. Donc en fait, la question
des sociétés globalisées nous paraît très importante à prendre en considération dans votre travail. En fait, il s'agit de penser le fait que finalement, même si vous travaillez sur un petit village alsacien, il s'agit toujours de prendre en compte le fait que nos sociétés, nos cultures aujourd'hui ne sont pas fermées, qu'elles dialoguent de manière forte et qu'il est donc très important d'avoir cette considération aujourd'hui dans vos travaux. Et puis il y a la question bien sûr aussi des sociétés, de la dimension de société du risque dans laquelle nous vivons, que nous trouvons très importante aussi à avoir à l'esprit dans vos travaux. Un autre élément, c'est la question des pouvoirs contre pouvoirs. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, il s'agit de vous inciter à questionner les dynamiques de domination sociale et spatiale qui existent aujourd'hui dans nos sociétés, et aussi, dans le même temps, de travailler à comprendre, à analyser aussi les ripostes à ces dynamiques de domination, les mobilisations sociales, la question des ruses, des compromis, donc toute cette question des conflits, de comment des collectifs, des acteurs aujourd'hui essayent de riposter, de répondre à ces démarches, à cette dynamique de domination, pardon. Voilà, et donc par exemple, un des exemples, ça peut être se questionner sur comment des citoyens réagissent à une politique urbaine donnée, comment une famille, un groupe d'individus réagit à des contraintes que lui impose un espace. Voilà pour ce qui est des concepts. Ce que nous aimerions aussi vous dire, c'est que dans cet atelier, la spécificité de cet atelier, c'est de vous inviter en fait à investir un terrain d'études. Donc on parle d'enquête de terrain dans notre atelier. Et ce qu'il s'agit en fait de faire, c'est vraiment sur 2 semestres d'investir un espace, un lieu, de découvrir des acteurs, de les observer, de s'entretenir avec eux. Et c'est vraiment cette méthode-là, qui est celle de la sociologie et de l'anthropologie, que nous vous invitons à mettre à l'épreuve dans le cadre du mémoire. Et c'est de ce travail de terrain-là, que vous allez en fait tirer des analyses pour votre mémoire. Voilà. Et donc rapidement peut-être sur le fonctionnement, je pense que c'est important de vous raconter un petit peu aussi comment on va travailler cette année. Parce que donc l'idée c'est vraiment de vous proposer chaque semaine des exercices pour accompagner votre démarche de méthode. Donc ça veut dire des exercices pour vous aider à poser des mots-clés, pour vous aider à construire la problématique, votre plan de mémoire, vous accompagner aussi dans la méthodologie, dans l'écriture de ce mémoire. On encourage vivement les démarches de mémoire recherche. Donc s'il y en a qui sont intéressés ou qui peut-être découvriront qu'ils le sont, on est tout à fait intéressés à vous suivre. Je voulais aussi peut-être souligner le fait que cette année, vous le savez en tout cas sur le premier semestre, les cours seront majoritairement en ligne, et c'était aussi pour vous assurer le fait que ça ne veut pas dire qu'on va du coup avoir des séances téléphoniques individuelles, enfin vous et l'enseignant chaque semaine, mais bien au contraire, on va essayer, en apprenant à maîtriser les superbes outils que l'école met à disposition, vous accompagner aussi dans des séances de travail. Donc sur les 4 heures, essayer d'alterner avec des temps d'échange, des temps individuels où vous retournez tout seul sur le mémoire, des échanges en binôme avec l'enseignant, etc. Donc on va penser aussi un fonctionnement qui va permettre vraiment de continuer à consacrer ces mardis après-midi à la construction du mémoire. Et puis pareil sur la question de l'enquête, comment faire de l'enquête en temps de pandémie. Il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui se posent ces questions, on ne sera pas les seuls, et donc du coup il y a plein de choses aussi qui sont en train d'être inventées pour essayer de réfléchir à comment on va rencontrer des gens, comment on va observer des usages et des espaces avec ces contraintes. Donc je pense qu'on va pouvoir inventer plein de choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, et puis ravie de vous rencontrer peut-être dans quelques temps. Bonjour, je m'appelle Claire Carsanti et je vais vous présenter l'atelier de mémoire qui s'intitule « La ville contemporaine au XXIe siècle, face à la mondialisation, la métropolisation et la décroissance ». C'est un atelier que nous allons mener à 2, Elke Mittmann et moi-même. Elke est historienne de l'architecture, vous la connaissez, puisqu'elle mène le cours sur l'architecture baroque
en L2. Et moi, vous me connaissez moins puisque j'interviens essentiellement en master, en projet d'archi et puis aussi en séminaire. Donc voilà pour les présentations. Donc de quoi va-t-il s'agir pendant ces 3 semestres où nous allons être ensemble? Dans notre atelier, nous allons travailler plus spécifiquement sur les phénomènes de mondialisation, donc comme l'indique le titre, de décroissance et de réhabilitation, mais aussi sur les nouvelles formes d'habiter la ville et puis son territoire. C'est-à-dire qu'on va finalement aborder des problématiques qui sont extrêmement contemporaines et qui touchent à l'évolution de la ville au XXIe siècle, principalement en Europe. L'immersion dans ce travail va se faire progressivement. Alors comment on va travailler? On va au premier semestre se consacrer à la définition du sujet. Vous allez pouvoir lire, vous allez aussi pouvoir discuter le plus possible avec nous et puis aussi avec les personnes du groupe, les autres étudiants. Avec la situation actuelle, on va être un petit peu contraint, on va sûrement être en visio, mais on va aussi établir des séances de visu en chair et en os pour pouvoir se connaître un petit peu. Et puis, on a aussi établi 2 séances croisées avec les ateliers, enfin avec l'atelier, pas les ateliers, l'atelier d'Alexandra Pignol et de Mathieu Tremblin pour que vous puissiez confronter vos points de vue et vos démarches. Le second semestre va être plutôt structuré autour du développement du corpus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler selon votre thématique et votre problématique sur des outils, des supports également, donc ça va être peut-être des cartes, des films, pourquoi pas, ça peut être des archives, ça peut être des plans, donc c'est un travail d'analyse et de récolte des données. Et puis au 3e semestre, on va vous aider à mettre en forme toutes ces choses que vous aurez pu récolter, toutes ces trouvailles, toutes ces expérimentations que vous aurez pu faire, et puis on va vous amener lentement vers la fin du travail et sa rédaction. Voilà, donc c'est le travail qu'on va mener ensemble durant ces 3 semestres. Je pense que c'est un travail passionnant en parallèle du projet. Ça vous aide à développer une démarche, ça vous donne aussi un temps plus long que celui du projet, qui va vous permettre de vous poser des questions, mais aussi de lire et de parler entre vous, voilà, de développer une manière d'aborder les choses et puis aussi un propos, voilà. Et ben écoutez, on se voit bientôt en visio et puis surtout j'espère en chair et en os et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Bonjour à tous, c'est Emmanuel Dufrane. Je représente le groupe Mémoire qui a pour objet de concilier architecture et ingénierie via plutôt une approche technique ou technologique. Pour faire assez simple, vous avez vu au cours des 4 ou 5 années d'études que vous parcourez à l'école d'architecture un certain nombre de sujets qu'on regroupe dans le domaine des sciences et techniques pour l'architecture. Et ce sont ce sujet notamment que vous pouvez proposer pour cet atelier mémoire et vous êtes les bienvenus sur ces sujets. Alors pour rappel, dans les domaines des sciences et techniques pour l'architecture, on regroupe essentiellement ce qui a trait à la construction et à la structure. Donc si vous souhaitez travailler sur des sujets plus classiques de structure acier, béton, bois ou autres, vous êtes les bienvenus. Sur des sujets malheureusement moins classiques encore, comme la terre crue, la construction paille ou d'autres sujets avec des matériaux alternatifs, vous êtes également les bienvenus. Au-delà de ces sujets, bien sûr, de construction et de systèmes structurels, bien sûr, il y a les façades, les systèmes de construction et de réalisation de façades qui touchent à l'enveloppe du bâtiment, que l'on peut voir autant sur un angle de structure que sur un angle de thermique et d'énergétique du bâtiment. Donc pour autant que les sujets liés à l'énergétique ou à l'environnement touchent à un objet technique ou technologique, comme par exemple les smart grids et smart buildings, pour parler de sujets peut-être plus numériques qu'écologiques, vous êtes également les bienvenus. Et dernier champ de sujets, dernier champ de domaine de compétences, les sujets liés au numérique.
que ça soit le BIM, dont vous avez tous entendu parler puisque vous êtes formés maintenant sur Revit ou sur d'autres outils, que ça soit des sujets liés au City Information Modeling, qui est le BIM à l'échelle urbaine, ou tout autre sujet numérique comme la fabrication additive, la fabrication par impression 3D. J'ai d'ailleurs la chance de suivre 5 maisons, actuellement il n'y en a qu'une, en construction près de Reims, en impression 3D béton. Donc il y a moyen de faire du retour d'expérience sur ces réalisations, par exemple, ou tout autre sujet qui touche à l'ensemble des domaines liés à la technique, liés au champ technique de l'architecture. Alors, pour ce groupe de mémoire, en fait, on a besoin de compétences relativement variées. Donc, vous retrouverez Jean-Paul Wetzel sur les sujets liés au numérique, Sandro Varano pour le laboratoire Lumière que vous connaissez, au moins vous en avez entendu parler, et pour les outils type de design paramétrique, et puis moi-même pour l'ensemble des sujets liés à la structure, à la construction et aux questions d'énergie et d'environnement. Point particulier de ce groupe mémoire, on est preneur aussi de sujets liés au réseau scientifique que je dirige pour le ministère de la Culture sur les architectures en milieu extrême. Donc il s'agit de porter une vision certes toujours technique, mais avec un côté prospectiviste sur notamment, et pas seulement, mais sur notamment les constructions sur la Lune ou sur Mars, donc dans l'espace. L'espace au sens extraplanétaire. Dans cet atelier, effectivement, on va essayer d'aborder aussi un certain nombre de sujets de prospective architecturale et urbaine, toujours sur cet angle technique et technologique, et donc ces sujets sont les bienvenus. En termes de modalités de fonctionnement, contrairement aux années précédentes, on va faire évoluer un petit peu nos méthodes, parce qu'effectivement, avec la distanciation sociale qu'on est tous contraints de vivre actuellement, on voit bien qu'il nous faut changer nos approches, on a moins de contacts ensemble, et donc on va utiliser un certain nombre de plateformes collaboratives gratuites pour pouvoir travailler avec vous un peu à la méthode de design thinking que certaines entreprises utilisent pour pouvoir faire émerger à la fois vos sujets, vos problèmes, aussi les cadrer et vous aider à construire, en tout cas jusqu'à la fin de ce semestre-ci, vos premiers états de l'art et point important sur la modalité de fonctionnement pour vous éviter d'être trop isolé, parce que ça c'est le risque de la période actuelle telle qu'on l'a constaté l'année dernière. On va vous greffer, on va vous faire parrainer par un étudiant en doctorat qui va être quelque part en France. Alors c'est l'avantage, c'est que forcément il n'a pas besoin d'être géographiquement ici à Strasbourg, il peut être n'importe où en France, mais qui va travailler, qui fait actuellement une thèse de doctorat sur un sujet proche du thème que vous choisirez, ce qui vous permettra également d'échanger avec lui. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Vous êtes les bienvenus avec nous dans cette vaste aventure qu'est le mémoire de fin d'études, et l'essentiel déjà c'est que vous preniez un maximum de plaisir à le réaliser, c'est souvent la clé du succès. Merci à vous. Bonjour à tous. Je suis Andrea Grigorowski, je suis architecte urbaniste. J'ai fait une thèse en architecture urbaine sur les théories et les outils conceptuels du projet d'urbanisme contemporain et les évolutions de ces théories par rapport au projet urbain défini tel qu'il était défini dans les années 80. Et depuis 5 ans, je travaille avec Jérémy Descamps aussi sur des projets de recherche liés à la mobilité durable dans les métropoles contemporaines, dans les territoires contemporains. C'est dans ce cadre-là qu'on vous propose notre atelier de mémoire, l'urbanité face à la crise, qui est un atelier assez particulier, très différent des autres, puisque, comme l'annonçait Valérie Lebois au début, il se constitue en 2 semestres seulement. Donc il est ouvert uniquement à ceux d'entre vous qui avaient un parcours différent des parcours classiques. Donc soit vous êtes en retour de mobilité, soit vous êtes inscrit dans un des doubles diplômes de l'ENSAS. Donc je vais donner la parole à Jérémy. Merci Andrea. Donc moi je suis Jérémy Descamps, donc je suis urbaniste et je suis
sinologue, donc je suis maître de conférences associé à l'école depuis l'année dernière. Alors moi je suis spécialisé sur le développement urbain chinois. J'ai passé une quinzaine d'années en Chine avant de revenir en France il y a quelques années, et puis je prépare actuellement une thèse par validation des acquis de l'expérience sur la question de l'accélération urbaine chinoise et la manière dont l'accélération fait émerger des nouveaux acteurs, des acteurs non étatiques dans le processus d'urbanisation de la Chine. Alors, en théorie, nous, on est plutôt porté sur la Chine, sur la métropole en miroir entre Strasbourg et Shanghai. Là, cette année, dans le contexte de la pandémie, on s'est reporté sur la ville de Strasbourg. Et effectivement, comme vient de le dire Andrea, on a choisi un sujet, d'affronter un sujet de manière un peu frontale, qui est de regarder qu'est-ce qui nous arrive actuellement. Il suffit d'ouvrir le journal, d'écouter les médias, de sortir dans la rue pour s'apercevoir qu'on traverse une crise absolument majeure de notre histoire, qui est une crise sanitaire, mais qui est aussi une crise écologique dans laquelle on s'enfonce de manière assez profonde depuis plusieurs décennies. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la crise sanitaire est révélateur de cette crise écologique. Donc, nous, notre atelier, de manière assez modeste, assez simple, on voudrait essayer avec vous, d'arriver à sonder les liens entre cette crise écologique et cette crise sanitaire. Que nous dit la crise sanitaire de la crise écologique, et puis peut-être inversement aussi, que nous dit la crise écologique de la crise sanitaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'espace urbain, actuellement, c'est un excellent indicateur des tensions liées à cette double crise. La pandémie, elle nous oblige à revoir nos pratiques, que ce soit en termes de distanciation sociale, de déplacement, de travail et même d'habiter. Donc, avec André, on a formulé une hypothèse qui est que la pandémie, elle est à la fois un révélateur de dysfonctionnement des espaces urbains et de la manière dont on les aménage, et puis en même temps, c'est aussi un accélérateur, un très fort accélérateur de changement et de transition. Ça, c'est particulièrement manifeste sur tout ce qui concerne notre mobilité. Par exemple, qui est en quelque sorte totalement remise à plat. Elle est par exemple mise en tension entre plus de voitures pour éviter les transports en commun, mais aussi plus de transports doux, le vélo, la marche à pied, et donc plus d'aménagements en conséquence. Et ces aménagements étaient dans les grandes métropoles relativement latents, mais là on voit qu'en quelques semaines pendant le confinement et au déconfinement, ils ont trouvé une application extrêmement concrète. Les coronapistes sont ce qu'il y a de plus emblématique dans cette transformation, et on va voir que ces aménagements, qui sont souvent de l'urbanisme tactique, peuvent être amenés à être pérennisés dans un futur très proche. Donc voilà, pour vous donner un chiffre qui est paru ce week-end, toutes les villes de France ont enregistré une augmentation brutale du trafic vélo, soit plus de 67% en un an à Paris par exemple, et jusqu'à 200% sur certains axes. Donc on voit que c'est assez spectaculaire, et évidemment les journalistes et les chercheurs qui s'interrogent sur ces questions se rendent compte que ça a des conséquences à la fois sociétales, mais aussi finalement politiques. Alors la mobilité, c'est un exemple, mais c'est pas l'unique exemple. Par exemple, la recherche d'équilibre ville-nature est aussi très manifeste. On a vu que la pandémie révélait un besoin de plus de nature en ville, et dans d'autres cas, carrément de sortir de la ville pour avoir plus de nature. Donc c'est toute une urbanité qui
qui se redessine à l'heure actuelle au prisme de cette pandémie. Et encore un dernier exemple, c'est la question de l'avènement d'un monde hybride entre présentiel et distanciel. C'est ce qu'on expérimente au quotidien actuellement. Et ça appelle à la fois à redéfinir nos rythmes et distances de déplacement, ce qui peut être une bonne chose, mais aussi à réinvestir l'idée même de logement et l'idée même de bureaux qui tendent aujourd'hui à se compénétrer. Donc en résumé, il s'agira de réfléchir sur les transformations induites par la crise sanitaire, mais en considérant donc bien l'espace comme une matière, comme idée, comme pratique, l'espace à prendre au sens large, mode de vie, mobilité, espace public, et tout ce qui nous prépare en fait à des réponses à la crise écologique. Donc peut-être Andrea, si tu veux rajouter quelques points. Si on a encore le temps, même si on imagine que beaucoup d'entre vous êtes fatigués par cette crise, comme nous tous, on est fatigués par cette crise, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas là d'étudier la crise en tant qu'épidémiologue, mais en tant qu'architecte urbaniste, en la questionnant en fait comme levier, comme catalyseur, comme puissance finalement de changement de nos espaces de vie et de nos modes de vie, puisque ça va ensemble. Et juste pour vous donner un exemple très précis et aussi peut-être le point de départ de cette réflexion, nous sommes tous les deux engagés dans une recherche qu'on vient d'importer qui s'appelle Mutaction, donc mobilité et urbanisme tactique en action, dans le cadre de laquelle on étudie la transition des mobilités dans la ville de Mulhouse, pour dire que ça n'arrive pas que dans les grandes métropoles, donc on a aussi des terrains dans les villes intermédiaires, et on essaie de comprendre ces transitions à la lumière des actions initiées pendant le confinement notamment. Donc tu évoquais les coronapistes, toute la montée en puissance de la mobilité cyclable, et on essaie de comprendre à la fois les types d'espaces et les types d'interventions et des actions sur l'espace public, sur l'espace de la rue qui se sont enchaînés depuis, les changements d'usage aussi et des comportements, puisqu'on travaille aussi avec des sociologues et des urbanistes. Mais aussi les changements des pratiques chez les concepteurs, chez les décideurs, chez les acteurs politiques. Donc on essaie de comprendre ces phénomènes de façon complexe et surtout on s'interroge sur la valeur tactique de ces changements et de cet urbanisme Covid, si et comment ces actions ponctuelles réduites dans le temps, qui sont pas pérennes, peuvent s'inscrire dans des stratégies de mobilité, de résilience plus globales, et si elles peuvent permettre de redessiner la ville et nos espaces à plus long terme. Donc voilà, si ça vous intéresse, on pourra vous intégrer de façon très concrète dans l'équipe de recherche, et sinon on vous propose d'ouvrir ensemble un espace de réflexion, un espace d'investigation sur cette transition qu'on est en train de vivre à la lumière de la crise sanitaire, de l'échelle territoriale jusqu'à l'échelle architecturale du logement ou du lieu de travail. Donc merci beaucoup et on espère vous retrouver bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je m'appelle Mathieu Mercurelli. Je pense que vous ne me connaissez pas parce que je suis un nouvel enseignant à l'école. Je suis architecte urbaniste praticien et également chercheur et enseignant. J'ai enseigné à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, à l'École d'Architecture de Malaquais, et j'ai rejoint depuis cette rentrée l'École d'Architecture de Strasbourg. Je suis également titulaire d'un doctorat en architecture sur la question en fait de la grande échelle, donc qui s'intitulait Concevoir à grande échelle. Et avec ce doctorat, j'ai essayé de mettre en place une méthodologie de recherche, une recherche que j'ai appelée par le projet, où finalement la question du projet est au cœur des réflexions, et pour faire émerger en fait de nouvelles thématiques. Les thématiques sur lesquelles je voudrais qu'on travaille pendant ces 3 semestres, c'est sur la question de l'articulation des échelles,
tout d'abord. Donc l'échelle de projet entre l'échelle architecturale et l'échelle territoriale. La question des infrastructures, et je vais revenir sur la question des infrastructures en lien avec la transition que l'on vit aujourd'hui, à la fois la transition numérique, mais aussi la transition écologique et les crises que l'on traverse au fil des années. Et plus récemment, je me suis intéressé justement sur la relation de ces infrastructures aux vivants, aux êtres vivants, que ce soit les végétaux, les animaux ou les êtres humains. La première idée, c'est déjà de poser la question aujourd'hui, en tant que jeune architecte, quels sont les fondements que vous allez pouvoir mettre en place pendant votre cursus pour développer des projets plus tard et des recherches, en fait, avec un contexte aujourd'hui qui est très évolutif, où finalement toutes les grandes infrastructures liées à l'énergie, aux données, aux data centers, aux transformations de matière, au transport des personnes, font que finalement on a un cadre de travail aujourd'hui qui est complexe et qu'il faut remettre en question et qui doivent aussi donner des pistes aussi pour voir comment on exerce plus tard le métier d'architecte. Alors, finalement, c'est ces échelles intermédiaires qui sont peut-être intéressantes pour vous, c'est justement entre territoire et quartier, entre urbanisme et architecture, et là où les infrastructures peuvent apporter une réponse et peuvent être le support en fait de projets. Et finalement, c'est aussi la question de la relation, comme vous avez pu le voir aussi dans l'atelier précédent, entre la question du périurbain et du rural. On parle beaucoup de ces territoires aujourd'hui, et finalement, quelles sont les complémentarités possibles entre ces territoires, et finalement, la recherche sur ces infrastructures, c'est cette recherche finalement de complémentarité. Alors, moi, je vais poser une question, c'est quel rôle aujourd'hui ont ces grandes infrastructures dans la société de la post-croissance? Ces grandes infrastructures qui sont par exemple les autoroutes, les gares, les aéroports, les grands entrepôts, les data centers, finalement, ces grands objets, est-ce qu'ils seront pérennes? Comment ils vont pouvoir évoluer? Il va falloir faire de façon importante évoluer dans le monde futur pour pouvoir avoir une société beaucoup plus résiliente. Donc c'est d'avoir comment on intervient dessus et aussi de poser la question quelles sont ces nouvelles infrastructures, peut-être à plus petite échelle, qui vont être pouvoir le support de projets beaucoup plus soutenables et résilient. Et c'est finalement poser aussi les questions de la relation entre des projets plus low-tech et finalement des réflexions beaucoup plus high-tech et comment on doit composer avec tous ces éléments pour faire un projet. Et donc j'en viens sur la question vraiment de la méthodologie. Déjà l'idée c'est de créer vraiment, il y a le mot d'atelier, comme un atelier de projet, c'est un atelier de recherche, donc c'est vraiment un endroit où on va pouvoir travailler ensemble. Il y aura des intervenants aussi qui vont faire un certain nombre d'interventions qui vont permettre de vous montrer différentes manières de faire la recherche, différentes manières d'obtenir des résultats et de trouver en fait et de chercher des problématiques. Donc c'est l'idée à la fois d'avoir un mode itératif et prospectif de cette recherche, puisque aujourd'hui on est dans un monde assez complexe. Et bien sûr, c'est de mettre en relation finalement l'atelier de recherche avec les ateliers peut-être que vous développez en projet, et de faire des relations entre la thématique de votre recherche et peut-être une mise en application des propositions que vous allez pouvoir trouver dans le projet, que ce soit votre projet de diplôme, et du coup de faire comme ça des porosités entre quelque chose de beaucoup plus théorique ou historique et des éléments plus pratiques. Alors, l'idée finalement, c'est que cet atelier, c'est que ça vous permette d'enrichir vos connaissances et de les mettre à disposition pour tous vos autres enseignements, et ça permet aussi de vous poser les questions aujourd'hui dans un avenir futur de comment vous allez pouvoir aborder votre métier, et finalement à travers ces grandes infrastructures qui sont le support, ça peut être un peu un cheval de Troie finalement pour pouvoir développer votre propre métier d'architecte. Alors, je mets en relation aussi avec le séminaire que certains ont suivi ce matin donc sur la question de l'infrastructure du vivant. Donc il y a aussi la relation vraiment de ces grandes infrastructures et comment elles ont eu un impact
c'est mon sujet de recherche là aujourd'hui sur l'habitation à diriger la recherche, sur l'impact en fait de ces grandes infrastructures sur le monde plus rural et sur le monde plus naturel, et quels sont aujourd'hui les moyens pour pouvoir infléchir les dégâts qu'elles ont pu faire. Donc voilà, donc c'est un peu les grandes thématiques qu'on pourrait traiter ensemble. Et peut-être le dernier point aussi méthodologique, c'est je pense que la recherche, elle passe à la fois, bien sûr, par des études de cas, de créer peut-être une typologie aussi d'infrastructures, et puis ça passe par le dessin, parce que l'outil de l'architecte, c'est tout d'abord aussi le dessin, et je pense qu'à travers une recherche par des schémas, par différents moyens du dessin, d'analyse aussi des études de cas, c'est un moyen aussi de participer à la recherche et de créer un corpus de référence et de la matière pour développer. Donc il y aura des séances thématiques, dont une vraiment qui sera sur la question de comment on fait la recherche aussi par le dessin. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc vous serez bien sûr les bienvenus dans cet atelier. Une information, donc chaque année c'est vrai qu'on organise une séance avec la bibliothèque qui vous permet de vous donner un certain nombre d'éléments sur les outils de recherche documentaire. Donc vous aurez cette séance dans 15 jours en visioconférence qui sera assurée par Mylène Bourgetot. Donc ce sera mardi 20 octobre de 14h à 15h, et après vous aurez votre séance normale de mémoire. Donc les séances de mémoire commencent dès la semaine prochaine. Voilà, maintenant